Inattendu de Donald Trump dans un instant. D'abord, Mathieu Bocoté, avec vous, on va analyser surtout le regard des médias. Donald Trump a remporté l'élection présidentielle américaine. Sa victoire est encore plus grande, plus vaste qu'imaginée par ses fervents supporters. Pourtant, les médias ne l'ont pas vu venir. Mais alors là, pas du tout. Ils ont surtout refusé de voir venir cette vague. L'heure n'est-elle pas venue de l'autocritique pour la classe médiatique? Ah oui, je crois. Ils ne la feront pas. Hein. Mais l'heure est venue, assurément. Alors, rappelons la victoire de Donald Trump. Non seulement il remporte une majorité de grands électeurs, mais il a la majorité du vote populaire. Ça, même ses partisans les plus convaincus croyaient que ce n'était pas possible. Il a la majorité les républicains ont la majorité au Sénat et on annonce, ça reste à confirmer, une majorité à la Chambre des représentants. Donc pendant 2 ans, il y a une fenêtre historique exceptionnelle pour cette présidence si Donald Trump veut l'engager sur les réformes qu'il a proposées, qu'il a promis. Une chose qui soit bien claire. Je ne reproche à personne de s'être trompé dans la prédiction électorale, ne serait-ce que c'était mon cas. je faisais partie de ceux qui croyaient que même s'il fallait comprendre le mouvement Trump, la mouvance républicaine, vous ne pensiez pas qu'il aurait gagné? Moi, je croyais que Kamala Harris l'emporterait. Pourquoi? Parce que je pensais que le système serait plus fort que Trump. Je pensais que le système serait capable de le casser. Peut-être est-ce ma part de fatalisme. Je pense que le système a généralement réussi à casser les différents mouvements insurrectionnels. Or, qu'est-ce qu'on a vu là? Il a été capable de déjouer le système. Il a déjoué une tendance démographique qui semblait condamner les républicains. Nous verrons comment il est parvenu à déjouer ce qui semblait appeler à le mater. Donc, mea culpa. Donc, je ne reproche pas aux gens de s'être trompés dans l'analyse. Je reproche aux gens de ne pas avoir voulu comprendre ce qui se jouait dans la mouvance trumpienne. Peu importe le vainqueur, on savait qu'un Américain sur 2, environ, voterait pour lui. Là, c'est plus qu'un Américain sur 2. Et les médias, en France et aux États-Unis, mais en France en particulier, peut-être, n'ont pas cherché à comprendre. Parce qu'ils n'ont pas voulu voir. Parce que ce qu'ils souhaitaient, plus que tout, c'était... Ils confondaient en fait ce qu'ils souhaitaient voir et la réalité. Donc, ils se racontaient un récit. Et le cœur de ce récit, au-delà du fait que les démocrates sont les gentils et les républicains sont les méchants, eh bien, c'était véritablement la Kamala Mania. Est-ce qu'on s'en souvient? Cet été, on nous présente Kamala Harris, qui était généralement présentée comme la plus mauvaise vice-présidente américaine depuis longtemps. Elle est propulsée, le putsch a lieu contre Joe Biden, elle est propulsée au premier rang, et dès lors, on nous la présente comme une héroïne de Marvel, comme une figure exceptionnelle, comme la femme depuis si longtemps attendue, capable de tout balayer. Et les médias portent ce discours. Ils le portent tout en reconduisant le mensonge d'État des dernières années, celui sur l'effondrement des capacités cognitives de Joe Biden. Elle n'est à peu près jamais questionnée sur ce thème-là. Donc n'oublions pas que les médias eux-mêmes, pendant des années, ont dit il ne fallait pas parler de la santé cognitive de Joe Biden parce que ça faisait le jeu de l'extrême droite ou de Donald Trump. On connaît cet argument-là. Or, qu'est-ce qu'on a vu? Les médias ont tricoté une Kamala Mania qui n'était pas confirmée par la réalité. Et plus encore, ils ont multiplié sur Trump des mensonges qui n'étaient pas simplement des critiques. Des critiques, tout le monde a le droit d'être pour, contre, mais ils ont manufacturé des fake news contre Trump. Fake news 1, fake news la dernière, je me permets de les rappeler. On en a parlé une fois ici, vous connaissez la phrase « on prête à Trump » qui aurait dit « Vous savez, il y a des types bien, il y a des gens bien chez les suprémacistes blancs et les néo-nazis. » Mais il n'a jamais dit ça. Ce qu'il dit au moment de la question des statuts, on s'en souvient, la statue du général Lee, il dit il y a des gens qui sont pour le retrait de cette statue et il y a des gens qui sont contre le retrait. Il y a des gens très bien des deux côtés, mais ne parlons évidemment pas des néo-nazis et des suprémacistes blancs. Il le dit comme tel. Ça fait des années que les démocrates répètent sans cesse qu'il aurait dit du bien des néo-nazis et des suprémacistes blancs. Jamais les spécialistes du fact-checking, les spécialistes de la désinformation, les gens qui se prétendent les grands correcteurs factuels, jamais ils n'ont pris la peine dans les médias, la peine de corriger ce mensonge reconduit. De la même manière, les médias ont confondu encore une fois leurs obsessions et les obsessions de la population. La propagande woke dont on parle beaucoup, l'idée que tous ceux qui n'embrassent pas l'idée d'une toilette non genrée sont des attardés, l'idée que tous ceux qui ne sont pas favorables aux transitions de genre pour les enfants sont les ennemis du progrès humain, eh bien ça aussi, les médias étaient en décalage culturel complet avec la population.
On l'a vu aussi, soit dit en passant, avec la mobilisation de tout le bottin artistique d'Hollywood. Incroyable. Non, mais c'est exceptionnel et c'est franchement insupportable. En 2016 aussi. Mais toujours, parce qu'ils sont persuadés que si Oprah Winfrey nous dit quelque chose, on est tous obligés d'être d'accord. On l'aime bien, Oprah. Bon, je vous laisse vos préférences. On est tous obligés de l'applaudir, mais non, je vous dis ça. Moi, elle ne me passionne pas, cette dame. Et elle, manifestement, elle ne passionne pas un nombre significatif d'Américains. Je précise, hein. Mais sur la politique, mais elle est bien. Un instant, je me permets de dire, Harrison Ford aussi a trouvé le moyen de nous faire la leçon. Dire, Indiana Jones a perdu à cause de ça. Ça me brise le cœur. Mais quoi qu'il en soit, la campagne, encore une fois, des médias qui ont présenté les artistes comme le nouveau clergé censé nous rééduquer. Et, autre élément, dernier élément, une politique qui présentait, d'un côté, il y avait un obstacle à la victoire de Kamala Harris, c'était l'homme blanc qu'il fallait piétiner pour que toutes les minorités puissent émerger. C'était le récit de l'avènement de toutes les minorités contre cet homme blanc à l'ancienne, et c'est un récit qui était merveilleux, mais ce récit s'est peut-être retourné contre Kamala Harris. Vous dites que le système a perdu. Ah oui. Comment Donald Trump l'a-t-il déjoué? Point 1, refus de jouer la carte de la respectabilité. Donald Trump a dit « Vous me traitez de fasciste, tout ça. Non, je ne vais pas vous donner des gages pour que vous ne me traitiez pas de fasciste. Je vais vous combattre aussi sérieusement, aussi fortement que vous me combattez. » Je note qu'il l'a fait dans un environnement juridique qui n'est pas celui en France. Aux États-Unis, il n'y a pas de ces lois bizarres sur les propos haineux. On peut insulter son adversaire. On peut surtout le critiquer sans se faire... Oui, mais on peut surtout, par exemple, critiquer quelqu'un sans se retrouver devant la 17e chambre quelques jours plus tard avec une collection de petits flics de la pensée qui disent c'est pas une opinion, c'est un délit, c'est pas une opinion, c'est un délit. Non, aux États-Unis, on peut... Donc, quand vous avez les populistes, entre guillemets, qui contre-attaquent, ils peuvent le faire sans être pénalisés, sans être criminalisés, sans être judiciarisés. Donc, le débat politique est plus musclé. Premier élément. Deuxième élément, Trump a contourné les médias officiels. Ça, c'est très important. Il a mené campagne sur les nouveaux médias alternatifs. Les grands médias étaient contre lui. C'était à peu près réglé, sauf Fox News. Donc, il a misé sur les médias alternatifs, sur les podcasts, sur différents médias autres qui lui permettaient de rejoindre des gens qui ont décroché autrement de la vie publique. Donc, il raccrochait des gens à la citoyenneté en contournant les médias officiels. Il a assumé l'insurrection, ça c'est une bonne chose de le dire, il faut le rappeler, il a accepté de combattre le système. Il n'a pas cherché à dire « Non, je ne suis qu'une option modérée de l'idéologie dominante ». Il a dit « Je porte une révolte ». Autre chose, et ça c'est assez important, il a été capable, et c'est là que je me suis trompé lorsqu'on faisait des prédictions, il a été capable de faire ce que les républicains disaient être capables de faire depuis 20 ans, il a été capable de mobiliser l'électorat hispanique masculin pour lui. Ça, c'est pas un détail, je le garde, disons-le. Pourquoi? Parce que des jeunes hommes, autrement dit, c'est assez fascinant, on a dit toutes les minorités, toutes les communautés doivent se mobiliser, aller voter. Et qu'est-ce qu'il dit, Trump? Il dit, pas Trump, enfin, qu'est-ce qu'ils disent les républicains? Ben OK, mais d'accord, mais les jeunes hommes, tenez compte de vos intérêts aussi. Et donc, on a vu chez les jeunes latinos une mobilisation pour Trump. Donc, il a élargi véritablement sa coalition. Et dernier élément, dans une société tout à fait déconstruite, il incarne une forme de volontarisme viril qui n'est pas sans intérêt pour rejoindre ces jeunes hommes qui en ont assez d'être toujours traités comme des paillassons dans la société américaine. Merci pour votre regard. J'aurais beaucoup de questions à vous poser. Si on a le temps, peut-être on fera encore un petit mot de la fin. On verra ça dans un instant.